Salut tout le monde! Aujourd'hui, à De sommet en sommet, on achève notre liste de 48 plus hautes montagnes du New Hampshire et sans plus tarder, on commence ça maintenant. J'ai décidé de terminer ma liste de 48 sommets avec le mont Carignan. Pourquoi? Parce que la montagne offre des vues incroyables et que sa position centrale dans la forêt nationale nous permet de voir la plupart des sommets qu'on a montés précédemment. La montagne tire son nom de Philippe Carignan, qui a été secrétaire de l'État du New Hampshire entre 1805 et 1810 et qui a aussi produit une carte de l'État en 1816. Et les cartes en randonnée, c'est important pour ne pas se perdre et pour identifier les sommets comme j'aime bien le faire. La carte de Carignan est la première où les montagnes ont été représentées, mais disons-le de façon plutôt imaginative, ça ne serait pas tellement utile sur le terrain. Il faut attendre en 1853 pour avoir une carte plus précise de la région, celle de George Philip Bound. C'est la première carte topographique qui a été produite pour les montagnes blanches et même si elle est imprécise pour nos standards actuels, elle place les montagnes aux bons endroits et elle pourrait être utile sur le terrain. À la même époque, c'est l'apparition des cartes touristiques, dont celle de Franklin Leavitt en 1852. La représentation des montagnes y est faite de façon plutôt artistique et elle a été rééditée dans de multiples versions dans les années suivantes. Ce genre de carte était populaire à l'époque pour illustrer la région et guider les touristes dans leurs déplacements. En parlant de touristes, ils commençaient à arriver en grand nombre dans la région et un événement tragique survenu sur le Wiley Range allait fasciner la curiosité des visiteurs pour les années à venir. Le mont Tom, à 4051 pieds, est la plus petite montagne de 4000 pieds du Wiley Range. Elle est nommée d'après Thomas Jefferson Crawford de la famille Crawford ayant développé le tourisme dans le secteur. Le mont Field est quant à lui la plus haute à 4340 pieds d'altitude. Il est nommé en l'honneur de Darby Field, le premier homme à avoir monté le mont Washington. Le mont Wiley, quant à lui, s'élève à 4285 pieds. Il est nommé en la mémoire de la famille Wiley ayant décédé lors d'un glissement de terrain en 1826. Vraisemblablement alertée par le vacarme, la famille sortit à l'extérieur et trouvera tragiquement la mort tandis que leur résidence survivrait à la catastrophe attirant les touristes pour des années à venir. La randonnée est une quasi-boucle de 10 000 avec 3600 pieds de dénivelé positif ayant pour point de départ Crawford Notch. Le parcours passe également par le sommet d'Avalon offrant de superbes vues en direction des présidentielles. La montée jusqu'au mont Tom se fait assez bien car elle est progressive et graduelle. Le sommet est boisé, mais des ouvertures nous permettent d'observer les Bounds et les Twins d'un côté et les présidentielles de l'autre avant que l'on poursuive notre route vers le mont Field.
Le terrain est plutôt favorable à la randonnée sur le Wiley Ranch et malgré que les roches soient présentes, les sentiers nous offrent moins de dénivelé qu'ailleurs dans les montagnes blanches pour un objectif de 3 sommets. Rendu près du sommet de Wiley, nous arrivons à un point de vue et un spectaculaire panorama sur le Crawford Notch et les falaises de Webster s'ouvrent à nous. Nous reviendrons par le sentier passant par le sommet d'Avalon et c'est étrangement sur cette montagne beaucoup plus petite que nous aurons les meilleures vues de toute la journée. D'un côté, on peut observer les présidentielles et de l'autre, les 3 montagnes que l'on vient de gravir. Si le Wiley Ranch n'est pas des plus connus, il gagnerait à l'être davantage car il offre une superbe randonnée sur ses sommets, sur des sentiers plus faciles qu'ailleurs dans la région. Pour revenir à nos histoires de cartes, le gouvernement fédéral en a produit dès la création de la forêt nationale, mais ces cartes-là ont plus été créées pour identifier les terrains qui ont été achetés par le gouvernement que pour représenter les montagnes et les randonnées possibles à faire dans la région. Les meilleures cartes à l'époque, et c'est encore le cas de nos jours, étaient celles produites par l'Appalachian Mountain Club. Ils en ont produit dès la création du club en 1876 et elles se sont vite améliorées. En 1916, on avait droit à des cartes topographiques et les sentiers de randonnée étaient clairement indiqués. De nos jours, c'est encore eux qui font les meilleures cartes pour randonner dans la région. Et nous, avant de monter notre montagne finale, Cariguin, il nous reste quelques sommets à faire, dont ceux de la vallée de Waterville, mais juste avant, on se quitte pour une courte pause. Le mont Osceola se dresse à 4340 pieds d'altitude. Son sommet est à 4156 pieds fait également partie de la liste du New Hampshire 4000 Footers. La montagne est nommée en l'honneur d'Osceola, chef des Séminoles, Première Nation du sud-est des États-Unis. La randonnée est un aller-retour de 7,8 milles avec 2950 pieds de dénivelé positif, ayant comme point de départ le stationnement sur la route Tripoli. Si le soleil brillait à mon départ au pied de la montagne, je suis vite arrivé dans un nuage lorsque j'ai gagné de l'altitude. Arrivé au sommet, je suis tombé nez à nez avec un mur de brume blanc là où doit se trouver un superbe panorama lors d'une journée dégagée. J'ai donc poursuivi ma route vers le second sommet sans trop m'attarder.
Le sentier sur les Osceolas est plutôt facile, offrant même des lacets dans la montée, mais une courte section nommée The Chimney offre un défi plus près de l'escalade que de la randonnée entre les deux sommets. J'atteindrai quand même le second sommet assez rapidement et comme j'avais encore le goût de marcher, j'ai décidé d'enchaîner une seconde destination à ma journée. À 4003 pieds d'altitude, le mont Tecumseh est la plus petite montagne de notre liste. Elle est nommée d'après Tecumseh, chef de la nation Shawnee, qui a mené la résistance à la tête d'une confédération face à l'occupation de leurs terres par les Américains au début des années 1800. La randonnée est un aller-retour de 5000 avec 2250 pieds de dénivelé positif, ayant comme point de départ le pied des pentes de ski du Waterville Valley Resort. La montée sur Tecumseh n'est pas particulièrement longue, mais avec la fatigue de ma randonnée précédente, je l'ai trouvée plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. Arrivé au sommet, je suis encore dans les nuages qui semblent vouloir s'obstiner aux alentours de 4000 pieds d'altitude. Je n'aurai au final aucune des grandes vues espérées de la journée, mais 3 sommets de plus à mon actif. Si on fait le décompte de toutes les randonnées qu'on a vues lors des épisodes précédents, on se rend à un total de 45 sommets. Il en reste plus que 3 et on en fait 2 tout de suite avec les Hancock. Le mont Hancock a 2 sommets de plus de 4000 pieds, soit le sommet sud à 4319 pieds d'altitude et son sommet nord qui s'élève à 4420 pieds. Il est nommé d'après John Hancock, père fondateur de la nation américaine qui était président du Congrès lors de la déclaration d'indépendance. Étrangement, l'on se rappelle de lui pour sa signature qui domine les autres en termes de taille sur le document. La randonnée est de 9,8 milles avec 2700 pieds de dénivelé positif. Elle est principalement un aller-retour ayant comme point de départ le Kamkamagus Highway, mais une courte boucle permet de visiter les 2 sommets à partir du pied de la montagne. Les premiers milles de la randonnée se font rapidement car le sentier suit les vallées de 2 ruisseaux. C'est donc rendu au départ de la boucle des 2 sommets que les choses deviennent sérieuses et que le sentier monte en ligne droite dans la montagne.
Entre les deux sommets, sur un sentier relativement plat, il m'arrive un petit accident et je me vire la cheville. Même si la douleur est contrôlable, je prends donc mon temps pour compléter la vertigineuse descente du sommet principal. Et si le sentier est plus facile par la suite, la douleur s'amplifie et atteindre la route sera un grand soulagement en conséquence. Les Hancock ont déjà été parmi les montagnes les moins accessibles de tout New Hampshire car elles étaient éloignées de toute route et aucun sentier les desservait. C'est la construction du Kancamagus Highway qui a permis de se rendre plus facilement à leur sommet. La route a été complétée en 1959 et permet de relier Lincoln à Conway dans la portion centrale des Montagnes Blanches. En 1964, elle a été pavée et en 1968 a été déblayée durant l'hiver pour la première fois. La route est sinueuse, la route est scénique, la route monte en altitude au col de Kancamagus. C'est donc la route parfaite pour faire une promenade en automobile. Son nom provient de Kancamagus, chef des Pennacook qui habitait la région. Il était le neveu de Wanalancet et petit-fils de Passaconaway qui ont tous des montagnes nommées en leur honneur dans le secteur. Fatigué de combattre les colons anglais, il déménagera dans le territoire compris entre le nord du New Hampshire et le sud du Québec. Moi, avec ma mésaventure sur les Hancock, je ne savais pas quand je pourrais retourner sur les sentiers et en plus, il ne me restait qu'une seule montagne. Par contre, pour vous, l'attente sera moins longue car on se revoit dans 2 minutes après une courte pause. Ma cheville a pris quelques semaines pour se remettre en état et c'est au début de l'automne que je suis retourné au New Hampshire pour une dernière fin de semaine de randonnée. Par contre, avant de monter ma destination finale, j'ai décidé de faire une randonnée plus courte, située tout au nord des Montagnes Blanches. Le mont Percy est situé dans le Nash Stream Forest et se dresse à 3430 pieds d'altitude. C'est sa forme conique et ses flancs de roches dégagées qui ont attiré mon attention lors de ma randonnée sur Cabot. J'ai découvert par après qu'une randonnée de 4,4 milles avec 2200 pieds de dénivelé permettait de rejoindre son sommet nord. La montée sur Percy est peut-être courte, mais elle est quand même ponctuée de sections plus techniques. Arrivé sur ces rochers dégagés, j'ai compris pourquoi j'avais été attiré par la montagne. Elle offre la plus belle vue de tout le secteur. J'étais maintenant remis en confiance sur les capacités de ma cheville et prêt à affronter le dernier sommet de la liste de montagnes de plus de 4000 pieds du New Hampshire. Le mont Percy fait partie d'une autre liste, le 52 with a View. Cette liste comprend 52 montagnes de moins de 4000 pieds qui offrent une beauté scénique incomparable. Durant notre quête des 48 plus hauts sommets du New Hampshire, on a fait quelques arrêts involontaires sur cette liste. On peut penser au mont Webster avec ses falaises incroyables, The Horn lors de notre passage sur Cabot,
Starking avant le sommet de Wambeck et Avalon qu'on a vu plus tôt dans l'épisode lors de notre passage sur le Wiley Range. Il existe également d'autres listes si on veut continuer notre quête de sommet. On peut monter les 14 montagnes de plus de 4000 pieds du Maine et les 5 du Vermont pour compléter le New England 67. Si on veut rester au New Hampshire, on peut continuer sur de plus petits sommets et monter les 100 plus hautes montagnes de l'État. Et je m'en voudrais de pas mentionner la région des Adirondacks dans l'État New York, qui offre une populaire liste de 46 sommets en haut de 4000 pieds. Mais nous, pour l'instant, on reste avec notre liste du New Hampshire 4000 Footer et on monte notre ultime sommet. Le mont Carignan s'élève à 4700 pieds d'altitude. Il est nommé en l'honneur de Philippe Carignan qui fut secrétaire de l'État du New Hampshire au début du 19e siècle. En plus de produire une carte de l'État en 1816, il fut le premier à le qualifier de Granite State. Le sommet est unique parmi notre liste car il est l'un des seuls, avec Cannon et Wildcat, à posséder une tour d'observation et la vue de là-haut est tout à fait incomparable. La randonnée est un aller-retour de 10,6 milles avec 3500 pieds de dénivelé positif qui emprunte le vertigineux Signal Ridge juste avant d'atteindre le sommet. Pour la grande finale, j'étais accompagné de ma blonde qui, malgré toutes mes sorties solo, en était rendue au tiers de la liste des 48 sommets. La météo de la journée était parfaite et c'est d'un bon pas que nous avons gravi la montagne et juste avant le sommet, nous atteignons Signal Ridge, une crête spectaculaire offrant des vues sur les alentours. De par sa position centrale dans la forêt nationale, on peut voir une quarantaine de sommets de 4000 pieds du haut de la tour d'observation. Avec le ciel dégagé et la température clémente du début d'automne, l'on voyait des montagnes à perte de vue. Je pouvais pas choisir mieux pour terminer mes 48 sommets. Avec Carignan, j'avais enfin complété ma liste de 48 sommets. Je pouvais entrer dans le 4000 Footer Club. J'ai envoyé ma demande officielle et j'ai reçu mon badge par la poste. Si compléter la liste prend au minimum quelques mois, la plupart des gens le font en quelques années et même si vous n'avez pas l'intention de compléter la liste, je vous invite quand même à aller monter quelques sommets au New Hampshire. Les randonnées sont exigeantes, mais les vues sont tout à fait spectaculaires, ça en vaut vraiment la peine. Nous, on se quitte sur des images des montagnes de cet épisode et on se dit à de prochains sommets.
Si vous avez manqué un épisode de ma quête des 48 sommets du New Hampshire, il est possible de les revoir en allant sur le site web de Nous TV pour retrouver toutes mes aventures dans les montagnes blanches. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.